Alors, pour reprendre la main sur nos vies numériques, eh bien, peut-être faut-il exiger d'auditer les algorithmes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, auditer les algorithmes, et comment peut-on procéder? On en parle avec Benoît Rothenburg, qui est informaticien, docteur en mathématiques appliquées, Sorbonne Université, entrepreneur aussi dans la tech. Et puis, au printemps 2020, vous rejoignez l'INRIA, donc l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, pour y piloter le projet Regalia. Alors, Regalia, c'est justement un système d'audit des algorithmes des plateformes numériques. On va en parler ensemble. Et puis à côté de vous, Thomas Solignac, entrepreneur, expert en intelligence artificielle, cofondateur de Golem.ai. C'est une start-up qui développe et vend des solutions d'IA qui sont spécialisées dans la lecture et l'analyse de texte pour automatiser et assister les métiers en entreprise. Alors vous êtes à l'opposé justement des approches boîte noire de l'IA. On en a déjà parlé ensemble. Vous défendez une vision de l'IA ancrée dans la logique, le raisonnement, avec une exigence de transparence. Donc a priori, vous vous rejoignez, mais vous êtes des acteurs très différents, vous du côté de la recherche, vous du côté de l'application en entreprise. Merci d'être en plateau avec nous. On va commencer déjà par peut-être un peu de contexte, Benoît Rothenburg. Quel est aujourd'hui l'impact qu'ont les algorithmes dans notre vie au quotidien? Quel est le poids de l'influence finalement de l'IA sur nos décisions? Oui, je pense que c'est venu petit à petit, mais aujourd'hui, le poids, il est considérable. Si vous avez un ado à la maison, il reçoit à peu près 300 recommandations algorithmiques par jour. De tout ordre? Alors, TikTok, toutes les 5 secondes, par exemple. D'accord. Alors, si c'est un ado plus âgé, ça peut être Tinder, c'est pareil. Chaque mouvement de pouce que vous faites sur Tinder, selon vos préférences, chaque mouvement de pouce, ça fait suite à une recommandation qu'on accepte ou qu'on refuse. Donc ça, c'est la partie TikTok, Tinder. On a la même chose sur Booking, on a la même chose sur Deliveroo. Tout ça. Donc c'est de l'influence, pas seulement sur des choix qui peuvent paraître un peu légers, de qui je vais suivre demain sur mes réseaux sociaux, mais ça peut aussi influencer des achats, bien sûr. Voilà, alors on a 1 milliard de transactions commerciales sur Internet en France par an. Donc vous-même, c'est quelques fois par semaine. Ouais. Donc vous êtes guidé, alors évidemment vous êtes aussi guidé quand vous allez à Auchan, mais vous êtes guidé quand vous êtes sur Amazon, où vous avez une buy box, vous avez des listes, et vous choisissez parmi une proposition que vous fait Amazon ou que vous fait une marketplace en général. Et ça peut aller jusque de l'influence politique. Oui, alors les algorithmes qui vous sont recommandés, par exemple, imaginez que vous avez suivi certaines vidéos naturopathes, certaines vidéos de bien-être. Il y a une petite propension pour que l'algorithme de YouTube, l'algorithme de Facebook vous propose un contenu, par exemple anti-vax. Parce que statistiquement, il y a un peu plus de chances que vous puissiez être intéressé, et ce contenu anti-vax va créer de l'engagement. Donc il est rentable, entre guillemets, au sens engagement, pour Facebook, YouTube, Twitter. Oui, pour finalement une petite poignée d'entreprises aussi. Ça, c'est un des grands questionnements. Oui. Ce qui est unique, je pense, dans même l'histoire de l'homme, c'est qu'on a 15 entreprises. Si je prends les chinoises, on en a peut-être 20. 20 entreprises touchent tous les jours peut-être 2 milliards d'êtres humains. Oui. Et donc 2 milliards fois les 300 recommandations dont je parlais tout à l'heure, même un algorithme idiot, à force, il devient intelligent. Puisqu'on l'éduque, si c'était un chien de Pavlov, on l'éduque à se déclencher quand il voit quelque chose. Donc ces algorithmes regroupent des datas, nos traces de comportement, 300 fois par jour à l'échelle de l'humanité. Ce qui donne une certaine urgence à la question de la transparence donc de ces algorithmes. Quel est le poids qu'ils ont aujourd'hui dans nos décisions? Comment fonctionnent-ils? Quel est le but visé? Par qui sont-ils manipulés, ces algorithmes? Donc, cette exigence de transparence, on la comprend intellectuellement. Est-ce qu'elle est réaliste pour une entreprise qui travaille sur l'IA aujourd'hui? Qu'est-ce que vous comprenez quand on vous dit on a une exigence, un besoin aujourd'hui de transparence? Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a une prépondérance sur le marché de l'intelligence artificielle d'un type d'algorithme en particulier, qui sont des algorithmes qu'on appelle boîte noire, c'est-à-dire des algorithmes qu'on ne peut pas, de manière satisfaisante, dont on ne peut pas exiger une compréhension. Parce que leur fonctionnement même est statistique, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas à une logique, ils répondent à une reproduction de comportement selon une donnée qui a été observée. Donc il n'y a pas de raison, et donc en tant que tel, on ne peut pas en exiger, à proprement parler, un code de conduite, parce que par définition, ils n'en ont pas.
Ils ne font que reproduire des choses. On peut quand même leur demander à partir de quoi ils travaillent, hein, quelles sont les premières données qu'on leur a injectées pour développer leur raisonnement qui est un peu une boîte noire. Mais enfin, il y a quand même des données qui sont potentiellement accessibles pour expliquer la démarche de l'algorithme. Alors absolument, sauf que la démarche de l'algorithme, c'est d'aller regarder la donnée pour essayer de trouver des liens de cause à effet. Donc par exemple, si je vous prends une illustration, quand il va regarder des photos pour reconnaître les chats et les chiens, ce qui est la tarte à la crème comme exemple, on ne sait pas s'il va se baser vraiment sur l'animal pour reconnaître des chats et des chiens, ou s'il va se baser sur le fond, sur le fait que les chats sont toujours en intérieur, les chiens toujours en extérieur, ou que les loups vont être dans la neige, etc. Et on va se rendre compte qu'ils vont faire plein d'erreurs basées sur le fait de construire les mauvaises règles. Et c'est ce qui fait que, par exemple, si vous éduquez un système qui ne se base que sur de la data pour faire, par exemple, du recrutement, ça peut créer des catastrophes dans lesquelles on va retrouver, par exemple, du sexisme qui va devenir systématique parce que dans la donnée, il était disponible de manière plus ou moins visible. Mais c'est pas parce que la donnée est mauvaise que c'est facile de se rendre compte qu'elle est mauvaise. Et dans tous les cas, c'est très difficile de savoir quelle règle a été mise en place par l'algorithme à partir de ces datas. C'est pour ça que je préconise effectivement qu'on se développe de plus en plus dans le domaine de l'intelligence artificielle, des algorithmes dans lesquels on va pouvoir dire les choses de manière claire, en fait, un peu plus proche de ce qu'on dirait à une personne qui vient de rentrer dans l'entreprise, à laquelle on donnerait finalement un code de conduite, finalement. Alors face à cette complexité, donc ces algorithmes finalement dont on ne comprend plus très bien ce qu'ils font exactement pour nous amener vers telle ou telle décision, est-ce qu'il y a des solutions concrètes qu'on peut utiliser ? Alors, d'abord, il n'y a pas toujours intentionnalité de nuire. Oui, bien sûr. L'algorithme peut être déloyal parce qu'il a été mal entraîné et puis parce qu'on a un peu bâclé l'innovation. Je crois qu'il faut aussi, on le sait, j'imagine, des fois on code un peu trop vite, d'accord ? Donc on peut déraper. Donc ce qui fait que ce n'est pas l'intentionnalité qui va nous aider. La transparence pure, lire chaque ligne de code, je crois que ça ne marche pas non plus. Donc comment on pourrait regarder de l'extérieur ce qui se passera ? D'abord, il faut avoir le droit de regarder. Et la loi n'est pas tout à fait prête. Heureusement, elle est en train de devenir prête. Le DSA, Digital Services Act, au niveau le européen. DMA, Digital Market Act, au niveau européen, et la France joue un rôle de lobbying constructif sur ces sujets, c'est très important que la loi le permette. Aujourd'hui, si vous scrapez, si vous allez regarder sur le web comment se comporte Deliveroo, comment se comporte Twitter, si vous voulez regarder pour faire des études, parce que c'est pas aussi simple qu'une grille de programme à la télé. Il suffit de regarder. Il y a une émission qui est passée à 13h40. Je peux sanctionner TF1 ou France 2. Là, c'est pas pareil. Il faudrait se mettre dans les conditions où l'algorithme fonctionne. Donc, on n'a pas le droit aujourd'hui. Les conditions générales d'utilisation de la plupart de ces plateformes vous interdisent de faire des choses un peu systématiques. On peut le comprendre aussi, parce que si on les bombarde nuit et jour, c'est comme un test PO. Si je vous prélève votre sang pendant la course, vous allez faire la tête, d'accord ? Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on peut presque rien faire. Donc, il faut que la loi change. Et ensuite, il faut essayer, si ces algorithmes sont malins, c'est parce qu'ils détectent des petits travers de nos comportements. Vous ressemblez à ça quand vous faites ça. Si vous faites ceci, cela, il y a pas mal de chances que vous fassiez cela. Donc, c'est parce qu'il y a ces petits travers comportementaux que ces algorithmes repèrent qu'ils deviennent malins. Donc, il faut quelque part, faire comme du testing. Autrefois, en boîte de nuit, on teste. Un testing un peu malin. Donc, c'est une approche que nous poussons à INRIA. C'est l'approche dite boîte noire. On a une sorte de boîte noire. On ne sait pas comment elle se comporte. Alors, quand c'est la boîte noire de monsieur, elle est peut-être vertueuse. Je vais lui faire confiance. Il a l'air plus costaud que moi. Mais par contre, je ne peux pas lui faire confiance de manière absolue parce que lui-même n'est pas sûr. Si toutes les technos qu'il a mis en place ont été faites un peu trop rapidement, il n'a pas pris le temps de prendre le recul. Donc, boîte noire. Et on va essayer de bombarder en boîte noire pour savoir si le comportement est déviant ou loyal par rapport à ce qu'on attend d'un comportement. Et ça n'est pas si facile que ça. Alors, vous dites on n'a pas l'autorisation aujourd'hui, les CGU ne le permettent pas. Vous dites que c'est notamment compréhensible parce que sinon, ce serait une attaque permanente presque contre ces algorithmes. Mais il y a peut-être une autre raison. Est-ce que ce n'est pas un secret de fabrication finalement ? Alors, le secret de fabrication, il n'est pas forcément... Alors, c'est le paradoxe, c'est que si on a beaucoup d'approches qui sont boîte noire sur le marché, c'est parce que depuis 10 ans, tout le monde réutilise les mêmes techniques. Et il y a une raison à ça. Il n'y a pas assez d'experts, de manière générale, en informatique sur le marché, et il n'y a pas assez d'experts en intelligence artificielle. Donc, on va chercher des briques qui sont mises à disposition par les GAFAM, en gros. Absolument. Alors, on peut piocher dans l'open source. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, mais globalement, voilà, les briques des GAFAM sont extrêmement réutilisées. Et globalement,
effectivement, ça fait une économie de compétences parce que ça évite d'avoir à recréer des systèmes. Le défaut, c'est qu'on a systématisé et rendu quasiment universel des systèmes qui en fait ne sont qu'une manière parmi d'autres. Et l'idéal aujourd'hui, et c'est normal, on a des temps, c'est-à-dire que dans les temps industriels, voilà, quand on met en place de nouvelles technologies, il y a des phases avec des avantages et des défauts. Là, ça fait une dizaine d'années qu'on met en place des choses qu'on ne peut pas trop regarder de l'intérieur. Ce serait bien qu'on passe vers une phase où on va pouvoir avoir des choses qui, par nature, j'insiste, par nature, sont transparentes. Ça veut dire que dans ce cas-là, on ne va plus essayer de poser des sondes. On va avoir un système qui, de lui-même, rend des comptes. Et ça se prévoit dès le début. Donc, c'est de la conception et c'est dans la manière dont on prévoit les algorithmes. Et quand même, sur cette question de secret de fabrication, enfin, c'est un peu comme si on demandait à Coca-Cola de nous délivrer sa recette. Alors, non, parce que vous pouvez goûter Coca-Cola quand même. Il y a des normes qualité chez Coca, enfin j'imagine. Donc, ils ne vous délivrent pas n'importe quoi. Donc, est-ce que la norme qualité qui détecte ce qu'il y a à l'intérieur d'un Coca reproduit la recette? Pas tout à fait. Donc, je pense que si on audite un algorithme, ou si on, par construction, c'est un peu deux philosophies, par construction, on force l'algorithme à être propre, à respecter des règles, qui ne sont pas toujours évidentes à la construction, parce qu'on peut déraper en cours de route, parce que tout à coup, on découvre quelque chose. Donc, c'est très difficile de s'imposer dès le début d'être propre. Mais bon, admettons qu'on arrive à bâtir ça, c'est pas pour autant que je vais faire ce qu'on appelle reverse engineering. C'est pas pour autant que je vais être capable de complètement reconstruire l'algorithme. Je vais sentir que l'algorithme joue un peu trop sur la variable genre ou joue un peu trop sur l'adresse. Je vais le sentir. Mais pour autant, je vais pas voler le secret industriel. Donc je ne suis pas trop inquiet. C'est un argument donné par les plateformes, et je le comprends. Mais je dirais, ça se pose comme contrainte. Vous n'avez pas le droit de me bombarder 3 milliards de fois par semaine. Voilà, faut quand même... On revient sur le test de l'EPO. Est-ce que j'ai le secret d'un cycliste quand je lui fais un test EPO? Non. Et est-ce que cet audit, il n'existe pas déjà? Parce que quand même, on imagine que toutes ces grandes entreprises qui travaillent sur la donnée, qui créent ces algorithmes et ces briques qui sont utilisées par beaucoup, j'imagine qu'elles ont des équipes qui auditent en permanence quand même ce qu'ils produisent au niveau algorithmique. Alors, l'audit, effectivement, c'est quelque chose qui sert à un moment donné à normaliser les technologies. Faut comprendre que c'est quand même quelque chose à double tranchant. C'est-à-dire que quand on est en train d'être dans l'innovation, et l'intelligence artificielle, c'est beaucoup d'innovation, c'est plutôt un ralentissant. Ça explique le fait que sur beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et qui marchent déjà extraordinairement bien, mais qui sont quand même nouvelles, on ne va pas être sur de l'audit systématique. Et d'ailleurs, si on imposait de l'audit systématique tout le temps dès le départ, on serait probablement en train de se ralentir considérablement, alors qu'on a peut-être des approches intermédiaires de ce point de vue-là, de la régulation, une attention et une vision technologique plus saine. En revanche, il est clair que de plus en plus, pour pouvoir faire de l'IA à grande échelle, on va être sur de l'audit systématique. Oui, enfin, quand on a découvert avec les Facebook Files que les fabricants, on va dire, d'algorithmes de Facebook avaient parfois l'impression de perdre la main sur leur propre secret de fabrication, de ne plus comprendre pourquoi l'algorithme s'emballait parfois dans des recommandations, on se dit que la nécessité d'audit, elle est du côté effectivement de la régulation et peut-être aussi en interne. Alors d'abord, Facebook, vous citez l'exemple, si on prend les contenus haineux qui circulent parfois sur Facebook, Facebook explique que, et je pense que c'est de bonne foi, que si vous avez des langages qui sont pratiqués par assez peu de personnes dans le monde, vous avez mal entraîné l'algorithme de détection de contenus haineux dans un langage absolument mineur. Oui. Bon, et donc, mais qui peut avoir des conséquences majeures et dramatiques. Sur ces populations, alors je crois que c'est l'exemple que cite Facebook, c'est en Inde, qui est la plus grosse démocratie du monde, où on peut avoir du contenu haineux qui circule dans certaines régions pour certaines ethnies contre en général une autre ethnie, c'est plus rigolo. Donc on sent bien que c'est très fin, ça peut devenir très fin. Et donc si Facebook voulait tout surveiller, il faudrait mettre en place ce qu'on appelle des contre-métriques. C'est-à-dire qu'il y a la métrique qui est optimiser l'engagement, optimiser le nombre de clics et donc la pub. Ça c'est la métrique. Oui. Un algorithme obéit à une métrique. Mais s'il se trompe, c'est-à-dire que s'il est pas bien avec les femmes, pas bien avec les hommes, ou très dissymétrique sur les couleurs de peau, ou très dissymétrique sur les langues, à ce moment-là, c'est une contre-métrique qu'il faudrait mettre en place. Attention, algorithme, là, tu ne te comportes pas bien. Alors, c'est une des philosophies de Facebook qui a une équipe qui s'occupe de ces contre-métriques. Ils ont quand même tout intérêt à travailler sur ces, sur ces mesures et ces audits. Ils sont gros, ils peuvent. Et est-ce que seuls eux, peut-être, sont capables aujourd'hui d'auditer? Qui est capable d'auditer les algorithmes des géants du numérique? Alors, l'être humain n'est pas tout à fait démuni. Vous avez des gens très malins à la DGCCRF
pour ne citer que, à la CNIL. Direction générale Voilà, pour la fraude. De la répression des fraudes. Et vous avez aussi les douanes qui vont regarder certaines choses, vous avez les impôts. Donc en fait, ces algorithmes sont quand même audités, disons, d'une manière macro, d'une manière un petit peu large. Ils ne sont pas totalement démunis. Et puis, ces équipes se renforcent. On commence à avoir des data scientists, évidemment, par exemple, est-ce qu'un commentaire sur TripAdvisor est un commentaire artificiel, créé par un robot pour doper l'audience d'un restaurant, par exemple. Donc là, vous avez un outil que la DGCCRF utilise pour vérifier qu'on ne dope pas un restaurant inutilement. Donc, je dirais, c'est David et Goliath encore, il faut muscler David. Bon, mais ça commence, et je peux en témoigner, il y a un niveau de culture qui monte. D'abord, on commence à avoir le droit de le faire, et il y a un niveau de culture qui monte, donc c'est un mélange d'experts humains, malins, qui sait un peu comment on fraude, et de techno, data scientist, data engineer, plateforme, il faut un peu tout ça. Donc je pense que le combat n'est pas perdu, mais on a pris un peu de retard. Et sur cette question justement de vitesse ou pas, vous l'avez un petit peu évoqué, est-ce qu'on risque pas de se ralentir finalement? Parce qu'on voit qu'en Europe, on est en train d'installer des nouveaux règlements qui vont nous permettre davantage d'avoir cette capacité d'auditer les algorithmes, mais est-ce qu'on ne risque pas de se ralentir nous-mêmes parce qu'on va être les premiers concernés, les entreprises françaises, européennes vont sans doute être les premières concernées par ces nouvelles règles. Est-ce qu'on ne risque pas de se ralentir dans cette course technologique, Thomas Solignac? Alors, il faut comprendre que l'informatique, de manière générale, a toujours été auditée. Il y a même tout un secteur de l'informatique qui vise à effectivement avoir des systèmes les plus démontrables ou les plus qualitatifs possibles. Mais globalement, par nature, je dirais, les systèmes, les logiciels, en fait, sont tout à fait auditables et ça pose pas de souci. Ce qui a posé ce souci, c'est justement qu'on a beaucoup mis de boîtes noires. Et en fait, ces boîtes noires, c'est ça qui crée l'étrangeté. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là qu'il y a un surcoût énorme parce qu'on se retrouve avec des systèmes qu'on peut plus regarder de l'intérieur, qu'on peut seulement tester de l'extérieur finalement. Et c'est étrange parce que les machines ont toujours eu de la transparence et on a toujours eu un niveau d'exigence pour elles très supérieur à ce qu'on aurait par exemple pour une personne. On ne peut pas valider dans l'absolu une personne et sa capacité à réagir dans toutes les situations. On peut le faire avec une machine parce que son comportement est déterministe. En passant sur les boîtes noires, on a cassé ce déterminisme-là. On est passé sur des systèmes où finalement, quand on leur donne un peu plus de données, on n'est plus tout à fait sûr à chaque fois de est-ce qu'on peut toujours compter sur ce qu'on a validé avant. Donc on est sur des systèmes qui se dérégulent en permanence et qui dérivent. Et en fait, c'est ça le fond du problème. Et c'est pour ça que la régulation, de manière générale, de tous ces algorithmes bois noirs est très complexe. Et oui, ça va ralentir assurément, et pour une bonne raison. Tout simplement parce que ces algorithmes qui sont un peu par nature instables. Et on va aller de plus en plus... Donc ralentir, oui, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, et puis on va aller vers de la stabilité à un moment donné. Alors, moi, je vais vous demander cet exercice de transparence, parce que vous travaillez sur Regalia, donc une initiative qui est portée d'ailleurs par les ministères de l'économie, de la culture et du numérique, pour créer donc un algorithme d'audit d'algorithmes, c'est ça? Des algorithmes plutôt qu'un, c'est plutôt une boîte à outils. Ouais, d'accord. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le fonctionnement de ces algorithmes d'audit d'algorithmes? Alors, ce que je peux vous dire de manière générale, c'est que nous, on cherche à aider. On ne cherche pas à remplacer l'homme et à faire nous-mêmes une détection de fraude. Ce n'est pas du tout notre démarche. On va plutôt donner des zones d'intérêt. C'est un peu comme un douanier à qui on dirait va regarder le container dans le port, en général, quand il est bleu, ça sent mauvais. Donc on est plutôt dans une démarche préalable. On va... si un être humain qui regarde une plateforme comme Deliveroo, comme Uber Eats, c'est pas évident de savoir quand est-ce que les prix bougent, pourquoi on vous recommande ça. Donc nous, on va le faire de manière un peu systématique. On va bombarder, mais avec économie. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre algorithme à vous d'audit qui me permet d'être sûr qu'à la fin, je saurai si ce site est loyal ou pas? Tout à fait. Eh bien, je vais en fait vous donner après une petite liste avec... Essaye de regarder dans le 3e arrondissement pour une femme qui commanderait une pizza. Essaye. Et tu vas voir, il y a 95% de chances que le prix que cette personne reçoive ne soit pas le même que si c'est un homme dans le 11e. J'invente, bien. D'accord, bien sûr. Donc, moi, ce que je vais donner, c'est quelque chose qui est statistiquement convaincant pour qu'ensuite un agent de la DGCCRF, de la concurrence, puisse reproduire l'expérience. En fait, je lui prépare une expérience qu'il peut reproduire lui-même. Donc moi, j'ai besoin de prouver ça, donc je teste. Et tout comme les algorithmes sont efficaces statistiquement, les miens
essaye de prouver statistiquement. Alors c'est pareil pour une boîte de nuit, si vous faites un test en boîte de nuit. Mais ça veut dire qu'il faut que vous pensiez en amont à quel type de déviance je vais... Oui, alors il y a les deux cas, effectivement, mais on peut aussi essayer avec le genre, l'adresse. Quand vous avez fait le genre, l'adresse, l'ethnie, est-ce que le nom de famille commence par un, etc. À la fin, vous avez testé les choses les plus graves. Effectivement, des choses complètement inattendues, là, c'est une aiguille dans une botte de foin. Donc là, effectivement, ça demande plus d'intensité. Et alors, ces algorithmes d'audit, donc vous allez les fournir à qui? Parce que vous avez cité la Direction générale contre la répression des fraudes. Alors nous travaillons avec le pôle d'expertise en régulation numérique, le PEREN, qui est hébergé à Bercy et qui travaille donc, pour les 3 ministères que vous avez cités, la culture, le numérique et l'économie. Et donc, le PEREN est un pôle d'expertise qui travaille pour toutes les autorités de régulation qu'il souhaite. Donc, il reçoit des commandes, en quelque sorte. Est-ce qu'on pourrait étudier Airbnb, Et demain, on pourrait imaginer que ce soit mis à disposition d'entreprises aussi qui travaillent dans l'IA? Notamment des entreprises vertueuses. Et j'ai déjà des contacts sérieux sur une entreprise qui me dit « j'aimerais pas déraper sur le genre ». Voilà. Oui. Et donc, ça m'embête, je voudrais le savoir et j'ai besoin que ce soit quelqu'un d'extérieur, parce qu'en général, le gars qui a fait l'algorithme... Et juste une dernière question, mais très vite, parce qu'on est à la fin de ce talk. Aujourd'hui, c'est prêt? C'est encore. Vos outils d'audit sont prêts? Voilà, on trouve des petites choses et on démarre. Bon, vous nous présenterez les premiers résultats, j'espère, Benoît Rotembourg. Merci beaucoup. Donc, responsable de Regalia à l'INRIA, et Thomas Solignac, qui est le cofondateur et le patron de Golem.ai. Juste après la pause, on se retrouve pour parler de biomimétisme.